Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour toutes vos spécifications en projet résidentiel, commercial, institutionnel, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier Delta, qui est un manufacturier de robinetterie résidentielle et commerciale représenté par Lajoie, donc si jamais vous voulez des spécifications, appelez Lajoie, ainsi que Contract, qui est un manufacturier en poterie, donc pour des toilettes, lavabo. Appelez Lajoie, ils vont faire des super spécifications pour vos projets. J'aimerais également remercier Bugatti qui nous permet d'offrir un super beau sac à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer mon ami Frédéric Turcotte de Aéromécanique Turcotte qui nous parle de son parcours. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour Fred, on repart deuxième épisode Au-delà des plans. Fait que quand on s'est laissé la semaine passée, en fait, une couple de minutes pour nous autres, on parlait justement d'associer tout ça, les fusions. Tu sais, Éric Gagné, c'est quelqu'un qui est un point tournant quand même dans votre business. Tu sais, comment tu le vois? T'sais, tantôt, tu parlais que vous aviez deux caractères complètement différents. Comment vous divisez vos rôles? Éric, ça a été longtemps le directeur ventilation dans le temps qu'on avait la plomberie. Éric, c'est le cartésien. C'est le gars avec une mémoire phénoménale. C'est un athlète. Éric fait quand il a commencé pour nous, directeur ventilation, dans le temps que Jean-Marc était là en plomberie, Éric a commencé à prendre du poids. Tu sors de l'école, tu es actif, puis là, tu tombes dans un travail de bureau, le stress. Fait qu'il c'est un gars avec un petit gabarit qui était monté proche de 200 livres. Oh my God! Puis il avait beaucoup de mal de tête, puis tout ça. Fait qu'il est allé voir son médecin, puis son médecin, il a dit il faut te médicamenter pour le cholestérol, puis... Puis là, il avait quel âge? Même pas 30 ans? Ouais, je pense qu'il n'avait pas 30 ans. My God! Fait que là, lui, ça lui a donné un choc. Puis il a dit au médecin, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arrêter ça? Puis le médecin, il dit, faut que tu te remettes en forme. Puis, background qu'on savait pas, Éric Gagné, au secondaire, courait beaucoup. C'était un gars qui faisait beaucoup de courses. Puis il était habile là-dedans. Puis ça, on n'avait jamais été sur ce plan-là. Fait qu'Éric s'est remis à la course. Il s'est remis à se mettre en forme. Puis aujourd'hui, il fait des ultramarathons. Il a été invité à aller faire le ultramarathon de l'UTMB, là, du Mont-Blanc en France. Fait qu'il a fait 170 km de course, 10 km de dénivelé positif. Donc, il a monté 10 000 mètres, puis il a redescendu 10 000 mètres sur 170 km à pied. Ouais, c'est ça. Pour que les gens comprennent, c'est de tous les ultramarathons, c'est comme celui qui est le plus difficile ou qui est plus... le plus demandant physiquement. Le plus demandant. Parce que veux pas, tu cours à un niveau, un dénivelé très bas qui fait chaud, puis tu peux attraper de la neige puis de la glace en haut. Fait que c'est un peu comme monter le mont Everest, mais en courant, puis tu montes, tu descends, puis tu peux pogner de la neige, du chaud. Tu cours pendant 2 nuits complètes. Fait que il a couru pendant 40 heures. C'est pas compliqué. 40 heures non-stop. Fait qu'ils prennent des pauses de 5 minutes à chaque 80 km, je pense. À tous les 15 km, il y a des petites pauses, là. Mais comment il fait pour gérer tout ça? Tu veux dire gérer famille, gérer entraînement, gérer business. C'est un gars efficace. C'est une machine. Moi, j'ai le mot efficace facile, mais lui, il fait facile. C'est un gars efficace. C'est un gars qui perd pas de minutes. C'est l'heure du midi, il cherche les pas, il doit courir. On court ensemble le midi. Fait qu'il fait ses petites courses relax avec nous autres. Puis le soir, il s'en tape des plus longues. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est un gars qui perd pas de temps. T'sais, moi, j'ai connu, autrement dit, mon père qui, pour lui, faire des affaires, c'était jaser. Puis Éric, faire des affaires, c'est travailler. C'est vraiment
les deux extrêmes. Fait que c'est un gars hyper performant, hyper efficace. Une mémoire phénoménale. Fait qu'il n'est pas perdu dans ses pensées. Tout est tac au tac. Puis c'est sa force. Fait que je suis très, très heureux aujourd'hui. Puis c'est grâce à lui, on est deux partners. Puis ça va super bien. Ouais, puis tantôt, on parlait d'ajouts que vous avez faits à business. Avec un... mettons, vos premières expériences, plomberie. Mettons, plomberie, je dirais plus, mettons, ça n'a pas fonctionné versus Duro. Mécano. Groupe Mécano. Fait que, versus ça que, vous le saviez, vous étiez conscient d'où ça s'en allait. C'est un start-up. Ouais, c'est ça. C'est un on était les reins solides en arrière de trois gars qui avaient beaucoup de vouloir, puis ça a été juste agréable. Ça a été le fun, puis je suis content de ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Là. Puis là, ton père... Parce que, je veux juste être sûr qu'on check dans le temps, là, mais c'est quoi qui est arrivé? Ton père s'est retiré Mon père s'est retiré en 2018, forcé par la maladie. OK. C'était pas une décision qu'il était prêt à prendre encore. Puis avec quel âge? 72, à peu près, ouais. Puis ça, qu'est-ce que ça a fait dans le business? Parce que c'était quand même... Bon, probablement, tout le monde connaissait... On l'a dit d'emblée, là, je pense la première chose qu'on a dit, tout le monde connaissait mon père avant même qu'on parte Aéromécanique Turcotte. Fait que là, tout le monde continuait de... Il était-tu aussi actif que... Il était aussi actif, aussi présent, mais c'est sûr qu'avec le temps, les clients ont rajeuni. Ouais. Aujourd'hui, les clients ont 30 ans. Fait que pour mon père, il y avait un clash. Les jeunes clients... mon père avait encore ses anciens clients, mais le monde de son âge qui travaillait encore, qui donnait des contrats à 72 ans, il y en a moins. Là. Fait que non, ça n'a pas fait une drop ou ça n'a pas fait une baisse de vente du tout. Là, c'est les clients qui restaient, ils sont bien adonnés avec nous, ils nous connaissaient déjà. Puis Eric a été longtemps à s'occuper des projets de mon père. Mon père les signait, puis Eric les exécutait. Fait que tout le monde connaissait déjà. Tout le monde connaissait déjà Eric. Fait que ça n'a pas... non, moi, j'aurais aimé qu'il parte plus tôt pour lui. J'ai toujours dit. J'ai pas... Ouais, ben pour profiter un peu plus de la vie. Ouais, pas attendre d'être malade puis de ne pas pouvoir en profiter. Ouais. Puis entre ça, je sais que vous avez fait des acquisitions. Comment que ça s'est fait, ça? C'était quoi la première acquisition après, mettons, plomberie puis mécano? On a acheté Groupe CVC, qui était Jean-François Arbeau, qui est très connu dans le milieu de l'ACQ. Ouais. Puis c'est ça, mais il était avec un partenaire qui n'était pas droit en affaires, donc ça a été... ça n'a pas été un achat très profitable, mettons. Là. Puis eux autres faisaient ventilation contrôle, si je me trompe pas. Oui, ils faisaient, mettons, réfrigération, puis un petit peu de ventilation. Hein. Puis ça, c'était en quelle année que vous l'avez acheté? Bonne question, hein, Fred? En plus, on se l'est dit. Ça se fait que dans les années... Oui, celle-là, j'ai plus de difficultés, les années de l'achat de groupe CVC, là, mais je me rappelle plus vraiment. Là. Puis, suite... Fait que là, il y a eu CVC. Tu as eu quoi d'autre comme... Je pense que c'est assez, là. Ben, la géothermie, quand est-ce que vous l'avez partie? La géothermie, c'est en 2008, quand on a continué les activités de Réfrisonde, qui était la division résidentielle qu'on a partie. Eux autres faisaient beaucoup de géothermie. Puis c'est de là qu'on a continué le pattern. Puis aujourd'hui, c'est Jean-François Rochon qui s'occupe chez nous du département résidentiel. Puis dans les bonnes années, il y a longtemps, on faisait 1,5 million de résidentiel. Là, on est rendu à 4-5 millions. Là. Fait que, c'est toutes des... On fait juste du haut de gamme, des planchers chauffage, géothermie. C'est vraiment notre core business résidentiel. Puis, tu sais, on parle souvent, mettons, si tu regardes mettons, Aéromécanique Turcotte, il y en a qui font « nous autres, on fait du service, nous autres, on fait du résidentiel, on fait... » Vous autres, vous aviez déjà le blend résidentiel commercial.
Mettons quoi, on pourrait donner un 5 pour 1 peut-être, 5 pour 1. Moi, j'avais pris... je l'avais écrit pour être sûr de me rappeler les chiffres. Là. Mais tu sais, mettons, résidentiel, c'est plus ou moins 1/5 de aéro. Puis service projet, c'est le tiers. Fait que... Puis, tu sais, le service, parce que mon père fait service et projet. Fait que, tu sais, le service, c'est comme, il appelle, là, ça marche pas, besoin d'aide là. Tu sais, c'est tout le temps des urgences. Oui, il y a de la maintenance, là. Tu sais, c'est ça, il y en a. Mais la majorité du temps, c'est quand ça pète. Tu sais, au Québec, on a cette fâcheuse habitude-là de préventif et quand ça pète, on le changera. Là. C'est ça la maintenance. Fait que, tu sais, gérer ça versus le projet que, tu sais, un peu comme tu disais, cartésien, tu sais, Eric, qui est comme, on exécute le projet, on fait les achats, on fait ça. Tu sais, il y a comme une liste, là. Tu sais, des fois, moi, je réduis les projets à, ben, tu suis le pattern du projet, là, tu sais, tu rencontres, tu checkes les plans. Tu sais, il y a comme une liste de to-do à faire, puis après ça, entre ça, il va y avoir des enjeux. Tu sais, mais globalement, ça va être ça le pattern. Quand tu pognes le service, c'est comme là, ça marche pas, je suis dans la merde. Ça prend quelqu'un de différent pour s'occuper du service. Quelqu'un comme Eric qui a besoin, lui, de savoir où ce qui s'en va. Même si le matin, tu rentres, tu as l'intention de faire ça, puis tu fais autre chose, c'est pas un type de personnalité, comme moi non plus, de faire comme tout le temps être celui qui vive, puis tout le temps être sur l'appel, le client qui panique, tu sais pas qui envoyer. Fait qu'on a tout le temps eu des bonnes personnes qui s'occupaient du service. Fait que ça ce côté-là, ça va bien. Puis on a, dans notre thinking à nous autres, on s'est dit, on faisait pas de réfrigération, fait qu'on fait de la clim. Donc, les restaurants, les dépanneurs, on se tenait loin de ça. Fait que tout ce qui était ouvert 24 heures sur 24, on s'est pas pitché là-dessus. Nous, on s'est concentré commercial. Fait que on n'avait pas besoin d'avoir des plus gars. Plus du 8 à 5. On n'avait pas besoin des gars disponibles de nuit, de fin de semaine. Tu sais, oui, on a des appels de nuit, de fin de semaine, mais c'est pas la majorité du temps. Moi, ça, c'est. Ça doit. Tu sais, ces choix-là, ça doit vous aider aussi au niveau des employés. Parce que j'en vois des gens de service, il arrive les vacances, il arrive les week-ends, puis là, OK, c'est toi qui pognes le service. Ah non, eh bien là, moi, en fin de semaine, je vois là, les patterns de fin de semaine. Mais ça doit aussi, l'autre volet, des fois, je vois des entreprises qui n'ont pas de service. Puis, on connaît toutes les... On finit n'importe quel projet, des déficiences, des choses qui ne marchent pas, du fine-tuning à faire, surtout en ventilation. Contrôle, oui. Ventilation, contrôle, la ref. Ben, le fait que on le part, on est en hiver, tout va bien. Là, on le check. La séquence d'été est plus ou moins fine-tunée ou la séquence d'entre-saison. Le fait d'avoir ton équipe de service, ça doit vous aider parce que tu ne te redéplaces pas toute ta gang de projets qui sont repartis sur un autre to-do list à exécuter. Puis le fait que le service, comment... Ça doit vous aider. Ça nous aide beaucoup, puis on a tout le temps focusé service. On est une entreprise de service à la base. Oui, notre majorité de chiffre d'affaires est en projet parce que c'est les plus gros montants, mais la quantité d'employés est au service. Mais nous autres, ça a tout le temps été... Quand je commençais en affaires à 23 ans, je me suis dit, si mon objectif premier est pécunier, de faire le plus d'argent possible avec le client, je ne me rendrai pas à 50 ans. Là. Fait que ça a toujours été dans ma tête de dire, je développe du long terme. Mais puis encore aujourd'hui, j'ai pas arrêté de penser de même. Même ici, il en reste moins que. Il en reste moins. Bon, moi, si je me fie au paternel, là, il te reste encore 20 ans, Fred. Là. Non, mais j'ai tellement souhaité qu'ils prennent une retraite un jour que je vais pas faire la même chose. Non. Fait que c'est ça. Fait que on est une entreprise vraiment axée service à la clientèle, puis c'est ça qui est important pour moi. Là, c'est peu importe si le projet va être rentable ou pas rentable. Pour moi, à la fin, il faut que le client soit content et que la job soit faite comme du monde. C'est ça ma priorité tout le temps.
si on va plus à un niveau personnel, on parlait, moi j'aime tout le temps parler avec les entrepreneurs de la fameuse équilibre travail-famille. Tantôt tu l'as dit, j'ai été divorcé, je pense. Je connais très peu d'entrepreneurs. En fait, ce que j'ai vu, qu'il y a un énorme pourcentage d'entrepreneurs en construction particulièrement, puisque je sais pas si c'est le côté tough de starter la business. Il y a beaucoup d'heures à mettre, les temps, la pression. Je n'ai pas encore statué là-dessus de la raison, mais je vois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont divorcés. Ouais. Tu en as fait partie. Comment tu gères ça, mettons une séparation avec la business, parce que toi, tu étais en expansion, tu étais parti, puis là, il y a ça qui arrive comme obstacle. Comment tu vois ça? C'est ça, puis la séparation, c'est pendant la plomberie, après la première année de plomberie. OK, tu juste rassembler les conditions gagnantes. C'est ça, juste avant Jean-Marc. Ça a été difficile parce que j'étais vraiment focus business. J'étais pas un frigoriste de métier, donc les fins de semaine, je sortais pas faire des câbles. Fait que, puis je me gardais on faisait des grosses journées du lundi au vendredi, mais le samedi, dimanche, c'était famille. Mais tu sais, c'est pas moi qui va porter les enfants le matin, c'est pas moi qui va les chercher, puis c'est pas moi qui fais le souper. Je donne les bains puis les couches. Hein. Fait que quand je me suis séparé, ben là, c'était une autre vie qui commençait que... Pas que je m'attendais pas, parce que quand tu prends une décision comme ça, tu t'en attends, mais... Il y a des conséquences à ces décisions. Il a fallu, parce que ma vieille mentalité de pourvoyeur faire ma maison, il a fallu que... Ça n'existe plus, hein? Ça n'existe plus. Il a fallu que je réapprenne à vivre, puis je regrette pas aujourd'hui d'avoir pris plus de temps avec les enfants. Aujourd'hui, j'ai une relation super bonne avec mes enfants, puis je pense que c'est grâce à ça. J'ai pas eu le choix de prendre la moitié de la charge familiale, donc une semaine sur deux, les chercher, les porter, les faire souper, faire les devoirs. Tu veux pas, tu développes une relation plus intime que d'être là pour les bains le soir puis that's it. Ouais, non, moi, j'ai passé par la même affaire. Puis, moi, ça fait 2 ans. Puis, je me rends compte, mes parents me l'ont dit, mes 2 enfants, on dirait qu'ils ont steppé up. Puis là, je fais, de quoi j'ai appris? Je suis comme, oui, je vois qu'ils sont mieux. Puis, j'étais comme, on a établi avec mon ancienne femme des bonnes conditions gagnantes de la séparation. Puis je t'écoute, puis là, je fais, ben non, c'est juste à cause que j'ai investi plus de temps avec les jeunes, puis c'est ça qui a fait en sorte. Ben oui, parce que là, ils ont la part de maman, ils ont la part de bébé, fait qu'ils ont l'équilibre. Puis ils apprennent, eux, des deux côtés. Ils sont influencés également des deux côtés. Exact. Mais ça m'a obligé à faire des choix parce que tu es avec ton enfant, puis tu te dis, je devrais être au travail. Puis tu es au travail, puis tu te dis, je devrais partir aller chercher plus de bonheur. C'est pas normal qu'il reste à l'école jusqu'à 6 heures le soir. T'sais. Fait que tu es toujours pas à la bonne place. C'est difficile, ce bout-là. Puis j'ai passé à travers, mais c'est plus difficile. Ben, moi, jusqu'à tout récemment, j'étais là-dedans. Puis là, j'ai fait, je pourrais pas continuer de même tout le temps à me sentir coupable. Puis là, j'ai fait, mais regarde, c'est des choix. Puis j'explique aux enfants. Des fois, papa, ce soir, il s'en va, il y a du travail à faire. Faut qu'il aille rencontrer des clients. OK. En fin de semaine, je m'en vais faire Make-A-Wish, 48 heures de vélo avec ma gang. On a rassemblé des clients puis des employés. Puis, je leur expliquais justement. Ils me disaient, vendredi. Ben, je dis, vendredi, je vais venir vous chercher. On va aller chez grand-maman manger une pizza. Puis, vous passez la fin de semaine chez grand-maman. Puis, dimanche, vous revenez. Samedi, vous allez passer vous allez venir voir sur le site. Puis là, il était comme, OK. Puis là, ils m'ont dit, ben, c'est correct. Là, tu fais, moi, je me sentais toute mal, toute coupable. Puis, mes enfants, on a eu à avoir à discuter. Puis, justement, ils me disaient, on comprend, papa, que tu as un travail à faire. Puis, si ton travail est bizarre, parce qu'il y en a qui travaillent à 4 heures, ça finit, mais dis-toi, ça finit pas. Mais tu as la chance d'avoir grand-papa, grand-maman. Ouais. Ce bout-là, moi. Oui, parce que toi, ton père, Mon père était business comme avec moi. toi.
Puis c'est ça, puis j'ai pas eu cette aide-là, paternelle ni maternelle, fait que matin et soir, c'était moi. Ben c'est matin et soir, Fred, ça change rien. C'est juste des fois, certains soirs, ma mère vient m'aider. Mais ça, c'est une chance que t'as. Puis je suis conscient de ça. C'est une chance que je vais essayer d'offrir à mes enfants aussi, parce que je suis pas encore grand-père, là, mais... Ça s'en vient, là. Je sais pas quand, là, mais... peut-être que ta fille, elle a quelque chose à t'annoncer à soir. Là. Non, mais éventuellement, je pense que ça va arriver, là. Ça fait on a dû pallier à ça, l'équilibre travail-famille, ça a pris tout son sens. Là. Puis de gérer des employés. Puis tu sais, la construction, ça commence de bonne heure. Oui. Quand tu vas porter les enfants à l'école le matin, puis tu arrives au bureau à 9 h, là, on dirait que tu as manqué l'avant-midi. Ben oui. Tu sais, comme pattern de travail, souvent, tu sais, un entrepreneur. Moi, je dis que ça continue tout le temps de travailler. Là, tu te lèves dans le lit, puis ta journée est placée, puis elle est faite. Mais là, il est 5 h le matin. Parfait, on passe ça. Tu apprends tout le temps là-dedans, puis ça n'arrête jamais là, comme entrepreneur. Oui, c'est non-stop. C'est sûr qu'il y a sûrement d'autres personnes, d'autres corps de métier où des choses qui te réveillent la nuit. Mais c'est sûr que tu es en train de souper, tu te couches, tu penses à quelque chose, tu te lèves, tu penses à quelque chose. C'est constant. Être entrepreneur, c'est des rêves que tu veux accomplir, c'est des stress. L'économie va bien, tu es content, tu te dis, faut juste pas que ça arrête. Ouais. L'économie va mal, t'espères que ça remonte. Tu as beaucoup d'ouvrages, tu as un stress parce qu'il te manque de la main-d'œuvre. Tu manques d'ouvrage parce que là, tu as un stress parce que tu veux pas perdre des employés. La journée parfaite, il n'y en a pas beaucoup. Ben, elle n'existe pas. Ouais. Je pense qu'il faut profiter un peu du... il faut profiter, en anglais, il dit, il faut que tu profites de la journée, du parcours que tu fais parce que, aujourd'hui, tu arrives à 53, tu te rends compte un peu de ce que tu as accompli? Ben, aujourd'hui, le fait de se remémorer toutes les dates, toutes les choses, accompli, je suis très fier de ce qu'on a fait d'Aéromécanique Turcotte. Mais je suis aussi fier des échecs qu'on a faits. Ça nous amène qui on est. J'ai tout le temps été axé sur l'humain, être un gars rassembleur. Puis je pense que ça m'a beaucoup servi. Dans le domaine de la construction, c'était moins facile. Plus facile aujourd'hui. Mais dans les premières années, d'être un gars humain, rassembleur, un gars d'émotion, c'était pas facile. Je pense que ma grande fierté d'Aéromécanique, c'est d'avoir prouvé que tu peux faire de la construction sans avoir un diplôme en droit. Là. Ça, c'est quand je suis rentré dans la construction, moi, c'était tout le temps de la bagarre juridique, puis des contrats, puis ça c'était pas ma tasse de thé du tout, du tout. Moi, c'était moi, j'ai jamais été un vendeur, j'ai tout le temps été un gars technique, un gars qui va t'informer, un gars qui va te donner ce que tu as besoin, qui va te donner l'heure juste. Puis, tu sais, le côté le plus bas soumissionnaire, ça te prend un avocat qui te back parce que tu te fais pas payer. Puis ça, c'était pas moi. C'était le handshake, design build. On travaille ensemble. Je comble tes besoins. On est rémunéré pour ça à un prix juste. Puis tout le monde est content avec moi, ça. c'est le win-win tout le temps que je souhaitais. Puis même avec les employés, on essaye depuis toujours, puis encore plus aujourd'hui, donner les meilleurs outils. On a monté toute la flotte en sprinter pour les frigoristes. On veut qu'ils soient bien équipés, qu'ils marchent debout. Les ferblantiers ont tous des 4x4 Toyota Tundra. On a commandé. T'as recherché des employés, justement. Je cherche 25 frigoristes. On est tout le temps à moins plusieurs numéros, là, mais c'est pour moi, chaque gars, on essaie de les connaître. Même si aujourd'hui ou depuis longtemps, on engage des gars
qui sont engagés par mes chargés de projet. Fait que ça prend des fois plus de temps qu'on les connaisse, mais on fait des parties 2-3 fois par année pour apprendre à connaître chaque personne. Le côté humain, pour nous, est important. Ouais. Tu penses que ça va t'aider? Parce que actuellement, on a, je pense que j'apprends rien à personne, là, méga pénurie de main-d'œuvre. Puis, ce que je lis comme étude, c'est quelque chose qu'on va en avoir pour 5 à 10 ans. J'ose espérer qu'on va trouver des solutions avant ça ou que ça ne sera pas une crise économique qui va nous permettre de ramener les ratios, là, parce que je pense qu'on est sur une belle lancée, mais tu penses que ce côté humain-là, justement, va faire en sorte que vous démarquez pas mal? Et j'ai tout le temps souhaité d'être une entreprise attractive. Parce que quand on est parti en affaires, la réputation Champlain, Turcotte, il y a 30 ans, n'était pas facile. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai accompli quelque chose, on est rendu plus attractif. Le fait qu'on prenne soin des gens. Les gars sont tous bien habillés. On fait des parties, les gars sont bien habillés. On leur fournit les outils pour qu'ils soient heureux. Je pense qu'on est attractif, puis c'est comme mission accomplie. Ben, les gars ont l'air à bien vous le redonner, parce que, tu sais, des fois, je passe, je vois des trucks, tu sais, vos trucks sont tout le temps nickel. Je sais pas s'il y a un gars qui est lave en arrière, là, mais chaque gars est responsable. De son véhicule. Ouais. Mais les gars, ils en prennent soin comme si c'était à eux autres. Moi, à chaque fois que j'achète un véhicule, c'est comme s'il était pour moi. Fait que quand j'y donne, c'est mon bébé que je te confie. Puis, pour moi, il voit que c'est important pour nous. Ouais, c'est ça. Il voit que c'est important pour nous. Puis, je vais tout le temps faire ce qu'il y a de mieux pour eux, donc je pense qu'ils me le rendent bien. Mais pour te répondre à ta question sur la main-d'œuvre, je penserais, à part l'économie change, là, mais j'ai visité une shop un matin, je vais la nommer, là, c'est trop une belle shop, le ProSlat, ils font tous les aménagements de garage. Ils se sont robotisés à côté, puis c'est ça qu'il fallait qu'ils fassent. Là. La main-d'œuvre, il y en aura, ça va pas revenir. Là, nos enfants qu'on a faits il y a 20 ans, on peut pas reculer il y a 20 ans pour en faire plus. Là. Fait qu'on va vivre ça longtemps, d'après moi. Ce qui est difficile, c'est comment robotiser l'installation d'un chantier de construction. Là. C'est quasiment impossible. En tout cas, j'ai pas encore réussi à trouver une solution pour faire ça. Là. Ben, là, une dizaine d'années, il y avait la fameuse idée de tout installer ça, faire des cubes quasiment préinstallés. Mettons, je sais que c'est plus dans le résidentiel, là, mais des appartements tout installés pour t'arriver sur le chantier puis tu connectais. Là, mais je crois que si on avait investi assez là, 10 ans pour développer ces choses-là, aujourd'hui, je pense que ça serait peut-être, on parlerait peut-être quelque chose de... On parlerait de ça au passé en disant... Ben oui, là, on a tout vu ça. Fait qu'aujourd'hui, ce serait quelque chose de possible. Mais je pense qu'on n'est pas encore là. La construction est encore... Ça prend des humains. Puis, fait qu'il va falloir que les usines qui peuvent se robotisent pour que la construction ait les humains nécessaires pour faire les projets. Parce que je pense pas qu'on a le goût d'avoir des bâtisses toutes identiques, standardisées, puis toutes pareilles. Je pense que l'architecture est faite pour être innovante. Ben, l'architecture, c'est un peu l'image d'une société. C'est le passé et le futur d'une société. Fait que quand tu installes un nouveau bâtiment dans un secteur, on en croise. Là. On habite sur la Rive-Nord. Là. Fait qu'on peut nommer les coins, là, mais des fois, il y en a, ils sont tous pareils. Là. Tu vas, là, tu regardes ça, tu dis... Tu peux nommer la rue que le contracteur il a arrêté puis qu'il y a un autre contracteur. Mais c'est pas vrai que ça a pris moins de temps à faire parce qu'ils sont tous pareils. Non. Fait que c'est vraiment... ça a coûté moins cher de plan, c'est tout. Là. Ils ont dû avoir un papier deal sur le deal de brique, sur la brique, là, où c'est matériaux, mais je pense, comme tu dis, ça n'a pas pris moins de temps. T'sais. Non.
sais, tantôt, tu parlais un peu de la qualité que vous offrez aux clients. Tu disais, ah ouais, dans le privé, on fait une entente de service. T'sais. Je te donne ça. Faites-vous encore un peu de public? En faites-vous? Oui. On essaie de faire le plus de privé possible, le plus de projets design build, le plus de projets intégrés où on va se mettre avec un client, un ingénieur, un architecte, puis plomberie, on se réunit, puis on fait des projets. Mais il reste encore des comparations des soumissions et tout, ça va toujours rester, puis les projets publics, au volume qu'on est nécessaire encore. Oui, puis surtout avec les fluctuations, quand ça va super bien, là, comme, mettons, on a vécu les 5 dernières années, là, où que, là, dans le privé, tout le monde a de l'argent, puis on investit versus là, qu'on a vu de plus en plus quand le public, la quantité de projets publics commence à monter, les maisons des aînés, tout ça, veut pas, ça nous donne une bonne indication de où ça va, mais on n'a pas le choix de surfer avec la vague. C'est ça. On essaie d'être très sélectif. On développe le plus possible Laval, Rive-Nord. On est tous des gens qui demeurent dans Rive-Nord, fait que c'est plus facile pour nous autres de moins aller Montréal, Rive-Sud. On essaie de choisir les projets. Il y a des entrepreneurs qui se sont spécialisés sur les tours à condos. Nous, on ne s'est pas spécialisé là-dedans. Nous, on aime mieux les projets qui demandent de l'ingénierie. C'est un projet où il faut réfléchir, se casser la tête. Pas tout ce qui est identique ou à répétition. Tout, En fait, je te dirais, pour vraiment le mettre, que ça soit clair pour tout le monde, tous les projets compliqués, c'est ça que vous voulez. Hein? Un centre aquatique, un aréna. Des salles blanches. C'est ça, les pharmaceutiques. T'impliques des connaissances, t'impliques l'ingénierie. C'est là que moi et Eric, notre créneau, on trouve ça intéressant. De faire de la ventilation, c'est de faire des beaux projets. Mettre 20 000 pieds de tuyaux de 4 pouces sur une dalle de béton. Pour nous autres, c'est pas challengeant pantoute. On est toujours allé vers ces projets compliqués-là, mais ça nous a bien servi à des places, moins bien servi à d'autres. Dans cette phase-là, il y a la fameuse phrase où ce que tu apprends là-dedans. Là, c'est plate. Tu apprends à choisir les projets dans lesquels tu es bon. Le projet où il demande des connaissances, on est bon. Le projet où ça demande, mettons, de la production. Comme un projet que ça prend 100 gars pendant 1000 jours, c'est moins notre créneau. On est moins une force de frappe d'installation. Mais tout ce qui demande une coordination spéciale, c'est là qu'on est fort. Là. Si mettons, tu regardes ton parcours, 30 ans, au niveau professionnel, y a-tu des choses que tu aimerais changer? Mais comme tantôt, je disais, peut-être m'être moins éparpillé. Souvent, on a eu des opportunités, on en a fait. Mais il y en a une couple, il y a des opportunités qui n'ont pas valu la peine. Me dit peut-être plus focusser sur telle affaire, plus sur la ventilation dans laquelle on était connaissant. J'aurais pu souhaiter que, mettons, mon père prenne sa retraite plus tôt, parce que ça m'a permis aussi, moi, de m'épanouir, d'être président de mon entreprise, mais tout le monde savait très bien que mon père est là. Fait que ça a été pour moi... Quand mon père est parti, j'ai senti plus mes ailes ouvrir qu'avant ça. Puis je pense qu'il est normal. Puis s'il était parti plus tôt, ça aurait peut-être fait de la place à des actionnaires ou moins de bisbées entre actionnaires. Parce que, un jeune actionnaire, un jeune entrepreneur en veut toujours plus. Là. Fait que si t'es limité puis on t'en donne pas plus, ben ça fait des frictions. Puis... Fait que peut-être que des choses auraient été différentes, mais on peut pas empêcher un entrepreneur de travailler. C'est normal là aussi. Au niveau personnel, t'aurais-tu refait le même pattern, le même parcours? Je pense bien. Je pense niveau scolarité, niveau conjoint, niveau enfant, oui, je regrette rien. Là, tout va très bien avec ma conjointe actuelle. Puis, je pense qu'on a une belle vie.
Elle a fait quoi dans la vie? Elle est policière. Oh, OK. Ah, ben, c'est sûr, ça va bien. Là. Ça n'a pas le choix de bien aller. Elle n'a pas le choix de marcher droite. Exact. Puis là, c'est quoi les plans d'avenir d'aéromécanique Turcotte? Tu arrives... Éric, il a quel âge? Éric, il a 8 ans avec moi. Il est 8 ans plus jeune. Fait que moi, j'arrive à 53, il arrive à 45. Fait que, il a 44 ans, il s'en va vers 40. C'est ça, 44, 52. C'est ça qu'on a. Écoute, notre rêve ultime, ça serait de prendre notre retraite, mettons, dans 5. Ouais, dans 5. Mettons, moi, 58, lui, 50. T'sais, lui, c'est quelqu'un qui est assez écureuil, qui serait capable de prendre sa retraite plus jeune que moi, mettons. Mais la relève est difficile. On a des très bons collaborateurs dans la compagnie, mais une relève, ça prend beaucoup de sous, fait que c'est difficile. Puis, tu sais, mettons, on voit dans plusieurs entreprises, on a vu des cycles, puis là, on l'a vu en ingénierie, ingénierie, architecture, qu'un moment donné, il y avait ben des gros bureaux. Puis là, on a eu le pattern plein de petits bureaux entrepreneurs. Puis là, on l'a vu de ce côté-là aussi, du côté, souvent, mettons, tout ce qui se passe au niveau professionnel, un peu comme les plans, on le voit aux 3 ans. T'sais. Puis là, je vois de plus en plus des gros bureaux racheter des tout petits, au niveau. Vous arriviez, mettons, avec un offre d'achat sur Aéromécanique Turcotte, est-ce que, parce qu'il y a tout le temps le fameux pattern du petit bébé. Puis, ça va arriver. C'est pas compliqué. Un moment donné, il arrive un cycle où que tout le monde, soit que t'embarques, je te rachète, ou soit que c'est toi qui rachètes. Là, exact. Serais-tu capable encore de voir des acquisitions pour Aéromécanique Turcotte dans un futur, mettons, 5 ans? Je serais capable d'en voir, mais rendu 53, je vais plus regarder l'inverse. À long terme, trouver un acheteur potentiel. Éric, qui est très hands-on, très cartésien, lui, il dit, garde, moi, je peux rester pour la transition. Puis, il a juste 44 ans. Là. Ouais, c'est ça. Lui, il est capable de faire la transition, puis il veut pas. C'est le cœur d'aéromécanique. Fait que pour un acheteur, c'est intéressant de conserver. C'est beau ce que tu viens de dire, là. Tu sais, la relation que vous avez, toi et Éric, là, c'est vraiment spécial, ça. Parce que tu viens de le dire. Tu veux pas. T'sais, ton nom, là, il est dans le nom de la business. Ouais. Quand le monde, ils viennent te voir, tout le monde connaît Fred Turcotte. Ouais. Éric, il est un petit peu plus reculé. On le connaît, là, mais il est plus réservé. Comme tu dis, c'est lui qui gère tout ça. Mais c'est beau ce que tu viens de dire. Il faut quand même beaucoup d'humilité pour faire. Ouais, mais Éric, c'est le cœur de la business. Là. Non, c'est lui le côté. Il veut pas. Moi, je suis un entrepreneur, je suis le rêveur, je suis le gars qui voit tout positif. T'sais. Il n'y a jamais de trouble. Puis Éric, lui, c'est le contraire. C'est le gars qui voit tout négatif, puis qui il n'est pas pessimiste, mais il est beaucoup plus. Il supervise beaucoup plus. Puis je l'appelle le réaliste du groupe. Le réaliste, c'est ça. Fait que c'est un peu grâce à lui que l'équilibre il est parfait. Là, c'est lui qui surveille les coûts de projet. C'est lui qui nous dit, mettons, tel projet, il faut checker telle affaire. Il y a quelque chose, des dépassements de coûts tel endroit. Fait que on a une contrôleur, ça coche au bureau, puis on a Éric qui... Vous avez 2 contrôleurs. On a 2 contrôleurs. Un contrôleur, puis un contrôleur adjoint non officiel. Exact. Fait que c'est ça. Fait qu'il fait une bonne job sur le contrôle de coûts, puis fait qu'à 2, on porte la vision, la mission, les employés et tout. Mais lui, c'est le cartésien, puis c'est le fun. On est différents, puis on se respecte les 2 beaucoup là-dedans. Puis les 2, on est très heureux, parce qu'on a été... On a été 4 associés, on a été 3 associés, on a vécu plusieurs choses. Non, vous avez fait la guerre là, ensemble. Puis là, je te dirais que le chiffre 2, il est sharp. Oui, bien, tu sais, il y avait tout le temps une blague qui disait que les Beatles, ça a commencé à marcher quand ils étaient 3. Là, les meilleurs temps des Beatles, quand ils étaient 3. Fait que là, tu sais,
Moi, ça me fait tout le temps rire, tu sais, le nombre d'associés. On dirait qu'il y en a qui ont besoin d'avoir des associés parce que on dirait que c'est comme rassurant, tu sais, d'avoir du monde. Tu sais, moi, au début de ma carrière, tu sais, mes premières business, ma première business, c'était ça. J'avais besoin de me sentir à côté. Tu sais, je regarde ça. Avoir été toute seule, il y a plein de business que j'aurais pas vendu parce qu'un moment donné, il arrivait un clash, justement, dessus. Tu sais, fait que je pense qu'à deux, vous avez trouvé votre puis moi, je sais pas, je suis comme ça. Moi, mon côté humain fait que j'aime être... Tu sais, mettons, je vais acheter une bâtisse, mais je vais l'acheter avec quelqu'un. Tu sais, je vais me pogner soit Eric, mon partner, ou soit un chum. On va l'acheter ensemble. Fait que j'aime le teamwork. J'aime ça, faire des choses à deux. Je trouve ça intéressant. C'est quoi tu donnerais comme conseil? Moi, je me suis surpris à voir des auditeurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants ou, mettons, 20, 25 ans qui écoutent le podcast. Puis, je sais que ça va être des entrepreneurs juste par les questions qu'ils me posent ou quand ils viennent me voir. Hey, j'aimerais ça parler 2 minutes. Finalement, ça fait une demi-heure qu'on jase. Là. Fait que, c'est quoi tu donnerais comme conseil aux entrepreneurs? Mettons, futurs entrepreneurs. Oui, bien, c'est sûr que l'espèce de boule d'émotion, d'énergie qui drive, faut pas l'éteindre. Mais faut être patient parce qu'il ne veut pas partir une business, développer une business, développer une relation. Avoir un partenaire d'affaires, c'est aussi important qu'une conjointe pour faire une famille. Fait que, prends le temps de connaître la personne avec qui tu veux t'associer parce qu'il y en a tellement qui sont partis en affaires ensemble, jeunes, puis qui ont fait « Hey boy, non, c'est pas ça que je voulais. » Puis, tu sais, la perle Eric, ça a pris du temps avant de la trouver. Là. C'est pas au premier essai que tu trouves un bon fit comme ça. C'est d'être patient puis de croire en ses rêves puis de foncer, mais de s'équiper des bons outils pour le faire. Ouais, je pense, ton entourage, on a souvent peut-être te skipper ces étapes-là avec le fait que peut-être tu étais avec ton père. Aujourd'hui, moi, il y a certaines étapes que j'ai faites. Avoir su ça, m'aurait engagé quelqu'un pour le faire. J'aurais dû investir mon temps ailleurs que là. Puis d'être bien entouré, c'est sûr, ça aide beaucoup. Là. Comment tu vois la construction? Comment ça se dessine? Tu as eu la chance de voir la construction évoluer. Mm-hmm. Tu as vécu, mettons, je te dirais, une des pires années. On a eu 92, on a eu 2008. Mais 2008 a été plus... Ça a affecté plus nos cousins du Sud. Fait que, mais comment tu vois la construction évoluer? Tu l'as vu passer d'un papier à aujourd'hui, les gars n'ont plus de crayon, là, c'est des iPads, puis c'est le téléphone. Puis j'ai de la misère à suivre. Moi, je suis dans... On est au confessionnal. Je suis dans une génération où AutoCAD est rentré juste après moi au cégep, juste après moi à l'université. Fait que là, j'ai appris AutoCAD, mais juste un petit peu. L'ère numérique, moi, j'ai appris de mon père qui est ultra papier. On avait une contrôleur qui était là tout récemment, qui était aussi âgée. Fait que on est encore à l'ère papier, puis on s'en va vers l'ère numérique. Mais des projets Revit, puis tout ça, c'est comme, OK, faut comme, on est encore en transition numérique en ce moment. On a passé à la mobilité. Là, on rentre un service de paye ADP. Après ça, on s'en va. On est là-dedans en ce moment de travailler le numérique. C'est sûr que les employés ont déjà tous des iPads, mais au chantier, ils aiment ça avoir le plan. Pour un général qui a beaucoup de plans à regarder, c'est plus facile sur un iPad. Mais pour un ferblantier installateur, c'est beaucoup plus facile avec un plan. Là. Fait qu'on est encore papier au niveau chantier de construction. Mais j'espère que l'économie va aller bien encore longtemps. Pour souhaiter d'avoir une belle retraite. Puis, c'est ça. J'espère que l'équilibre
main-d'œuvre, demande va s'équilibrer un petit peu aussi. Ouais, c'est ça. C'est parce que n'importe quel business, actuellement, il y a comme 130% de projets pour 100% d'entrepreneurs. Là, Tout le monde a des surplus de projets actuellement. Il y a des projets qui ne sont pas capables d'être comblés. Il y a des projets qui ne s'exécutent pas à cause de ça. C'est sûr que cet équilibre-là, on veut tout l'avoir venir pour... Ben, je pense que ça va aider au niveau de la qualité des projets. Là. Je pense que ce qui est difficile actuellement, c'est qu'on essaie d'exécuter tant de projets avec la main-d'œuvre actuelle. C'est ça. Puis c'est un nouvel apprentissage. Tu sais, les 25 premières années de ma carrière, tu sais, de prévoir une augmentation n'était pas dans notre thinking. Tu sais, moi, je suis dans, comme tu disais tantôt, le groupement des chefs d'entreprise qui s'appelle Entre Chefs PME maintenant, puis on parle avec d'autres entrepreneurs, puis eux autres avaient des enjeux de taux de change qui augmente quand tu t'approvisionnes à l'extérieur, aux États-Unis ou quand tu vends aux États-Unis. Le taux de change était important pour eux. Ils assuraient leur taux de change. Ils provisionnaient dans leurs estimés combien le taux de change va être quand ils vont exécuter le projet. On n'a jamais eu besoin de penser à ça, nous, les entrepreneurs en construction. Puis aujourd'hui, là, mes machines de climatisation ont triplé. Avant, j'avais une journée ou deux de délai. Maintenant, j'ai 8 mois à 12 mois de délai. Exact. C'est réapprendre. Quand ça va bien. C'est réapprendre à travailler avec ça. Puis, tu sais, avant, on n'était pas un enjeu dans un échéancier de projet. Maintenant, on l'est. C'est toutes des nouvelles choses à apprendre à vivre avec. Là. Fred, je vois qu'on arrive sur la fin du podcast. Je finis de temps. Chacun de mes podcasts, tu en as écouté. Je finis de temps avec cette question-là. C'est de quoi tu es le plus fier? Tu sais, t'as fait un parcours de 30 ans. T'as parti la business dans les pires conditions possibles. T'as amené ça à une business, je sais pas quelle importance au niveau des tops, mais une business connue. Moi, j'ai toujours connu Aéromécanique Turcotte. Vous êtes gage de qualité, tu sais. Tu sais, de quoi tu es le plus fier? Tu sais, c'est tellement... Ton parcours est tellement cool, puis tu sais, quand tu me dis « Ah, je sais pas de quoi je vais parler au podcast », je te l'ai dit, tu sais, ton histoire est cool. Tu sais, fait que de quoi tu es le plus fier? Tu sais, pour moi, d'avoir une réputation de qualité, ça, je suis fier, mais c'était comme un mode de vie. C'était pas... D'être plus fier, c'est d'être parti d'une, mettons, moins bonne réputation. Tu sais, en 93, quand je suis parti, là, acheter chez Price, c'était pas possible. Tu sais. La réputation était pas bonne, tu sais. Fait que, ouais, tu pouvais acheter, mais il fallait que tu payes cash. Ah, même pas. Ah, même pas. T'étais barré. Fait que, tu sais, de partir de là à, tu sais, il veut pas 30 ans avec une entreprise, avec une rentabilité, d'avoir une réputation financière. Il n'y a plus de fournisseurs qui ont peur de moi. Tu sais, quand j'ai commencé en affaires, les fournisseurs avaient peur. Fait que ça, je suis fier de la réputation de qualité, puis la réputation au niveau des fournisseurs aussi. D'être une entreprise fiable. Pour moi, c'est important, ça. Puis, où je suis plus fier. Je suis fier, c'est quand mes chums, ils me disent « Hey man, j'ai encore vu un camion aujourd'hui. » Mes chums, ils me disent, mes chums de jeunesse, ils me disent quand je vois un camion, je suis tellement fier d'où t'es rendu. Fait, c'est ça, c'est de voir l'étincelle dans les yeux, puis ah oui, c'est vrai, je les ai vus tes camions, puis tu sais, non, quelqu'un qui dit « Ah, je connais pas aéromécanique », il voit un camion, puis le lendemain, j'en vois un par jour maintenant. Fait que ça, c'est le fun. Puis c'est surtout d'avoir monté une équipe comme ça. Le team aéro, là, c'est ça ma fierté. C'est mon équipe. Mais Fred, moi, je peux te le dire, moi, je suis... On se connaît bien, puis moi, je peux te dire, je suis fier de te connaître parce que tu es un gars qui... Tu as tout le temps mis la qualité avant l'argent. L'argent, c'est... Tu l'as dit,
c'est un résultat. Ouais. C'est comme, c'était pas ton leitmotiv pour avancer, c'était ça. T'sais. Fait que, moi, je te dis, t'as de quoi être fier, t'es un bon gestionnaire de business. Je pense que t'as amené ça à un autre niveau. T'es une belle personne, t'as construit une belle famille. T'as pas créé 3 entrepreneurs, j'aurais aimé ça. Ça aurait rajouté du jeu au podcast, mais t'as de quoi être fier. Puis je pense, je te lève mon chapeau, je sais qu'il te reste une couple d'années encore, mais t'as de quoi être fier. Ton histoire, je pense, ça peut montrer aux gens que t'es parti dans les pires conditions. T'as réussi à bâtir quelque chose avec ton père, puis là, aujourd'hui avec Éric, tu t'es pété la gueule sur certaines affaires, t'as appris. Moi, j'appelle ça de l'expérience, mais il y en a d'autres qui disent que c'est des défaites, mais moi, je te dis, t'es pété la gueule, puis aujourd'hui, ta business, t'en parles avec plein d'humilité, en disant, oui, tu redonnes les fleurs, fait que je peux juste te dire merci beaucoup d'être venu partager ton histoire. Je pense que les auditeurs vont vraiment avoir apprécié. Mais merci de ton invitation. Puis c'est un honneur de te connaître aussi. Merci. Quelqu'un qui est comme un idole pour moi au niveau du développement des affaires. C'est wow. Ouais, j'ai un certain talent de ce côté-là, mais encore une fois, c'est le réseau de contacts qui fait toute la différence. Fait que je vais juste prendre 2 minutes pour remercier tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier Nick, Fred, Pierre. Merci les boys de me laisser faire des podcasts comme ça. Sur la job, ça fait partie de ma job, mais j'ai toujours de la difficulté. Moi, je dis tout le temps à Nicole, quand je sors d'ici, je sors d'une séance de psy, fait que merci les boys de me laisser faire ça. Diane, Antonella, Mylène, merci beaucoup, mesdames. Vous êtes des machines de marketing pour faire connaître le podcast, puis de publier ça. Merci à Delta Contract qui nous ont permis de subventionner pour le podcast qui était commanditaire. Merci à Bugatti qui nous offre des super beaux sacs pour les invités. Merci à Nicole à la console de Studio SF. Encore une fois, un accueil incroyable. Puis pour les auditeurs, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Fred. Puis on se voit la semaine prochaine avec l'histoire d'un autre entrepreneur. Donc, sur ce, à la semaine prochaine.